Il y a vraiment un avant et un après Covid, ça c'est clair dans la profession de l'assurance et aussi en matière d'innovation. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la grande interview. À mes côtés, 3 personnes aujourd'hui. Romain Liberge, directeur marketing et digital de la Maïf, Christophe Engoulevent, senior partner chez Roland Berger et Jérémy Jaouich, CEO et co-founder de Shift Technologies. Merci à tous les 3 d'être présents. Alors on va commencer par vous présenter, peut-être vous Jérémy en premier. Je suis Jérémy Jaouich, un des fondateurs et le CEO de Shift Technologies. On a créé Shift il y a maintenant 7 ans et on est vraiment dédié à aider les assureurs à mieux répondre aux besoins de leurs clients avec de l'intelligence artificielle. Très bien. Christophe ? Oui, donc bonjour, Christophe Engoulevent, je suis senior partner de Roland Berger. Je dirige la practice chez Roland Berger Assurance à l'échelle mondiale. Nous intervenons pour des assureurs, nous intervenons pour des distributeurs d'assurance, nous intervenons aussi pour des prestataires de technologie, des prestataires de services, par exemple des sociétés d'expertise. Et donc nous accompagnons tous ces acteurs sur leur stratégie et sur leur transformation digitale. Ok, très bien. Romain. Romain Liberge, je suis en charge de la direction marketing et digital du groupe Maïf, une mutuelle d'assurance qui fait beaucoup d'assurance dommages et aussi d'assurance de personnes. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions sur vos fonctions. Je le disais, on va commencer par mettre un petit peu de contexte avec vous. Oui, donc en fait, j'aimerais commencer par dire qu'en fait, on parle beaucoup des assureurs comme une profession non innovante. En fait, pas du tout. Je crois qu'il y a beaucoup d'innovation dans l'assurance. Elle est plus incrémentale que disruptive, mais il y a beaucoup d'innovation. On a finalement depuis plusieurs années des assureurs qui ont beaucoup digitalisé leur parcours client. On est encore finalement dans, je dirais, ce mouvement. Hein, c'est pas terminé. Mais là, on commence en fait une nouvelle étape qui est en fait finalement l'utilisation de la donnée. Et donc, bien sûr, l'intelligence artificielle, les modèles prédictifs. Et là, il y a beaucoup à faire dans l'assurance, parce que l'assurance, c'est un métier finalement très virtuel, hein, en termes de dématérialisé, et puis donc, où il y a beaucoup de données finalement, et beaucoup d'analyses comportementales à faire. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va commencer donc avec une première question. Pour vous, Jérémy, hein, comment mieux répondre aux besoins des consommateurs ? Alors, nous, Shift, dans la crise Covid, en fait, on a eu une grosse remise en question parce que tout le monde a été impacté. On est focalisé sur le secteur de l'assurance. Et en fait, il y a eu beaucoup de questions au niveau de la société sur les assureurs qui, en fait, ont dû dédommager ou pas certaines personnes à un moment, ou certaines professions au moment de la crise. Et donc, en fait, on s'est retrouvés, nous, dans un secteur qui a été très médiatisé au niveau de l'impact par le Covid. Et donc, on s'est remis en question pour savoir, en fait, quelle est la raison d'être de Shift. Et on a vite compris que tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour aider les assureurs à mieux répondre aux besoins des assurés. Et pourquoi cette période a été importante pour nous? C'est parce que nous sommes au contact des assureurs et des professionnels d'assurance qui, eux, sont au contact des assurés. On a vraiment senti parfois ce malaise où les professionnels d'assurance sont sous pression et donc il faut qu'on les aide à répondre mieux aux besoins d'assurés qui, eux, sont stressés, qui sont retrouvés un peu disruptés par les moyens de communication. Donc en gros, on ne pouvait plus aller voir son agent, on ne pouvait plus aller voir son assureur. Et donc en fait, tout ce qu'on a fait depuis un an, c'est vraiment essayer de permettre aux assureurs d'être présents et disponibles pour leurs assurés 24 heures sur 24. Pouvoir répondre à leurs questions 24 heures sur 24, pouvoir accélérer les traitements de demande en termes de souscription ou de sinistre 24 heures sur 24, pouvoir permettre aussi de mieux voir où est-ce qu'il faut mettre des moyens en termes de gestion de sinistre pour pouvoir optimiser la gestion et être beaucoup plus disponible pour les clients. Et ça a été une sorte de changement de mentalité chez nous, parce qu'à la base, on était très détection de fraude et on est connu pour ça. Et aujourd'hui, en fait, on a mis beaucoup d'investissements pour aider les assureurs à pouvoir répondre, être là 24 heures sur 24 et surtout
se montrer disponible dans des moments de crise et de détresse où beaucoup de gens de la population se sentent un peu démunis parce qu'ils se retrouvent chez eux, ils n'ont plus de contact avec n'importe quel fournisseur, et donc avoir l'assureur qui est disponible, ça leur permet de se sentir beaucoup plus épanouis et beaucoup plus réconfortés. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Jérémy, je pense qu'effectivement la crise du Covid a vraiment été d'une part un accélérateur d'innovation, parce qu'on a vu effectivement des clients utiliser de plus en plus le digital pour faire des devis, pour s'informer, etc. Voire d'ailleurs pour des conseillers vendre finalement à distance, donc en vidéoconférence. Mais ça a été aussi un révélateur, c'est ce que disait Jérémy, un révélateur de vulnérabilité, en fait, à la fois d'ailleurs des employés, mais aussi de certains clients. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après Covid, ça c'est clair dans la profession de l'assurance et aussi en matière d'innovation. Très bien. Romain, peut-être un mot sur cette question ? Non, effectivement, en fait, je pense que si on repart du Covid, c'est un phénomène qui a mis l'assurance au même niveau que d'autres secteurs qui avaient déjà lancé leur propre digitalisation, leur propre transformation, et avec finalement des standards aujourd'hui que l'on connaissait déjà dans le retail, dans la banque en ligne, qui sont en train de déployer leurs effets dans le monde de l'assurance, la simplicité, la rapidité et l'accessibilité finalement de l'assureur. Et ça, forcément, ça vient interroger un modèle qui s'appuyait et s'appuiera encore, on en reparlera peut-être, sur son réseau physique, sur sa présence matérielle et presque locale dans l'environnement du client et du sociétaire. Mais très clairement, on a vu la banque assurance se mettre au diapason de ses usages dans le divertissement, le streaming, en fait tous ces secteurs qui depuis des années déjà ont changé de braquet en termes de parcours. Et cette question de l'accessibilité et de la capacité à répondre à un besoin d'autonomie, clairement c'est ce que peut permettre cette technologie et peuvent permettre les technologies. Après, je pense que le défi, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, c'est la bonne combinaison finalement entre l'usage de cette techno et finalement la relation humaine dans un secteur qui appartient un peu à cette famille du care. On prend soin des gens, on prend soin des biens. Ça ne se fera pas qu'avec des automates. Mais tout le défi là, dans les prochaines années, les prochains mois, ça va être la bonne articulation finalement entre les deux. Bien sûr. On va rester avec vous, Romain, pour la prochaine question. Comment permettre aux employés des assureurs d'aller droit au but et ainsi d'être plus épanouis, si on peut dire, dans leur travail ? Alors, si on se place du côté de l'employé, du salarié, effectivement, on le sait, c'est un métier technique complexe qui nécessite du temps. Et là où il y a un nouveau deal à faire finalement entre la technologie et un corps social, c'est de distinguer des actes à faible valeur ajoutée en termes de relations, oui, qui peuvent être automatisés, qui peuvent finalement être accélérés par des technologies, et notamment des technologies de machine learning, d'apprentissage, pour, je dirais, refocaliser ou mettre complètement le gestionnaire ou le conseiller sur ces actes beaucoup plus relationnels. Dans typiquement un corporel grave ou un dégât des eaux où on peut détecter aussi grâce à ces technologies un stress, on en a parlé, une vulnérabilité. La meilleure réponse, c'est la réponse humaine. Il y a autour de cette réponse humaine, par contre, un ensemble d'actes de gestion un peu techniques, administratifs, parfois des routines, très souvent des routines, qu'on peut là effectivement automatiser. Et c'est ça, ce bénéfice qu'on doit essayer d'aller chercher demain. C'est une complémentarité, une articulation, une harmonie finalement entre ces solutions pour éviter d'opposer une technologie qui remplacerait d'une certaine manière le gestionnaire versus une technologie qui va venir en soutien, en appui du gestionnaire dans son travail, dans sa relation avec le sociétaire ou le client qu'il a au bout du téléphone, in fine, au chat ou en délégation demain lorsqu'elles rouvriront. Ouais, c'est toujours trouver la bonne combinaison en tous les cas entre technologie et relations humaines. Exactement. Ouais, là, je crois que l'impact, c'est quand même la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, c'est ce que disait Romain. Mais au-delà, ça nourrit aussi de nouvelles approches de travail dans l'assurance, donc beaucoup plus ouvertes, donc que ce soit pluridisciplinaire à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi donc, par rapport à l'extérieur, avec des prestataires notamment, et puis plus d'autonomie, plus de responsabilisation des collaborateurs. Donc je pense que c'est un élément aussi qui va favoriser l'utilisation de la technologie, en particulier des modèles prédictifs et de l'intelligence artificielle. D'accord. Jérémy ? Oui, c'est un peu ce que j'essayais de dire juste avant, c'est que
nous, on a vraiment vu cette nécessité des professionnels d'assurance à pouvoir être disponibles et se focaliser là où ils ont une valeur ajoutée dans l'accompagnement, rassurer certains clients qui, dans des moments de stress, en fait, ont besoin d'avoir quelqu'un qui les guide. Et en fait, la seule façon où on peut nous aider, où on a mis beaucoup de moyens, c'est pouvoir automatiser, accompagner sur les tâches à faible valeur ajoutée où en fait le client n'a pas besoin de quelqu'un pour le guider. Et donc les centres de gestion ont des moments assez compliqués, surtout quand il a eu passé de sur site à chez eux, à pouvoir accompagner des gens en détresse chez eux, alors qu'eux-mêmes sont sous le feu des projecteurs. L'assurance n'est pas assez présente en moment de crise, qu'on a vu partout dans les médias, que je trouve très exagéré. Et en plus, eux, devoir changer de milieu de travail. Donc on s'est dit, il faut vraiment que nous, on prenne en main, en charge, la partie non intéressante, non à valeur ajoutée pour ces gestionnaires. Et en fait, ça va faire 1 an qu'on passe notre temps avec des centres de gestion à leur demander mais quelle est la partie que vous voulez plus faire, ouais, d'accord. Qui vous ralentit, qui vous rend non disponible. Parfois, ça peut être des choses très simples sur il faut vérifier tel document qui prend beaucoup de temps et en fait n'a pas beaucoup de valeur ajoutée autre que vérifier un document qu'on automatise, jusqu'à ce que aussi pouvoir accompagner des dossiers un peu plus complexes où il faut aller chercher les bonnes informations en ligne ou les bonnes informations sur des pièces et pouvoir prendre ce temps du gestionnaire pour qu'il passe plus de temps à être disponible au téléphone, à peut-être se concentrer sur des corporels qui sont très complexes où en fait la machine ne pourra pas aller prendre de décisions sur des choses assez graves ou assez importantes. Et aujourd'hui, au bout d'1 an, on a vu qu'en fait, il y a beaucoup de choses où on peut aider et surtout, les gestionnaires n'ont pas pris ça comme ils prennent une partie de notre boulot qui est importante, mais plutôt on les aide à être beaucoup plus épanouis, beaucoup plus disponibles. Et en fait, on a permis à certains centres de gestion d'être beaucoup plus efficaces sur des choses qui sont à forte valeur ajoutée, comme je disais, et pouvoir enlever une grosse partie du boulot sur du travail manuel inintéressant. D'accord, ok, bon, parfait. On optimise en tout cas toutes ces tâches, quoi. Ouais. Très bien. On a une dernière question. On va se placer maintenant du côté des assurances. Je vais voir ça avec vous, Christophe. En quoi l'intelligence artificielle peut aider les assureurs à être plus efficaces, plus disponibles, plus présents pour leurs clients, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Oui, pour les assureurs, il y a un enjeu en fait de finalement personnalisation de la relation avec les clients, et puis un enjeu aussi d'apporter plus de vitesse, je dirais, dans le service. Donc au global, ça fait trois grands objectifs. Le premier, c'est la qualité de service. Donc la qualité de service parce que pour mieux fidéliser les clients, donc c'est un élément important. On sait bien que quand il y a effectivement par exemple un sinistre, c'est un moment clé dans la vie de la relation avec le client, mais c'est aussi la recommandation. Donc le fameux indicateur NPS, Net Promoter Score, que tous les assureurs maintenant suivent pour effectivement voir si les clients recommandent les services de l'assureur. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est ce que disait Jérémy, c'est en fait simplifier la gestion de l'entreprise. Bon, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire ça. D'ailleurs, on n'en est qu'au début de l'intelligence artificielle, mais il est clair que là, il s'agit d'améliorer la gestion et il faut dire aussi réduire les coûts de gestion. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment la réduction des coûts de sinistre. Puisque, bien évidemment, que ce soit en auto, en habitation et en santé, c'est un poste très important du prix de revient d'un assureur. Et là, notamment par exemple la gestion de fraude, qui est un exemple très typique, où il y a déjà de premiers usages très notables. Donc là, ça permet effectivement d'avoir un vrai impact sur les prix de revient des assureurs. Très bien. Une précision, Romain, sur cette question ? Non, c'est très complet. Alors, j'étais en train de projeter aussi peut-être des évolutions, notamment, on l'a vu, alors il y a toujours dans cette question de la technologie parfois des plateaux en fait, où on est en train d'optimiser, d'améliorer. Et je pense que ce qui va être très intéressant pour l'assurance dans les prochaines années, c'est d'essayer d'identifier quelle combinaison de techno pourrait vraiment, je dirais, changer la donne. Je vais être assez clair, enfin je vais essayer de l'être en tout cas. On voit arriver la 5G, on voit que le canal vidéo se développe de plus en plus et que les gens ont basculé aussi sur un usage très mobile en fait
du service en général. Et donc, nous, pour l'avoir expérimenté au printemps dernier, où on a mis en place un canal vidéo, on voulait réinstaller de la proximité à distance, en fait, en mettant le conseiller et le gestionnaire derrière FaceTime, des choses qu'on utilise en fait dans la vie de tous les jours. Finalement, en sinistre, on s'est rendu compte qu'au moment de la déclaration, le dossier pouvait aller très très vite. Enfin, on pouvait déjà aller chercher beaucoup d'informations. Bon, le cas d'école, c'est le dégât des eaux. Hein. Vous êtes en train de déclarer le sinistre, vous renversez la caméra, vous visualisez finalement votre plafond. Et là, pour le coup, si vous avez mis derrière des algorithmes d'apprentissage et qui arrivent à reconnaître ce qui se passe au niveau du dégât observable, en tout cas par la machine, vous pouvez accélérer déjà la préinstruction d'un dossier en gestion dommages. Ça a plein d'impact en fait derrière, parce qu'à la fois, je dirais, dans la manière pour le sociétaire, le client de s'adresser à l'assureur, il rentre par le téléphone, mais pas par le téléphone classique, par le smartphone avec des capteurs, avec des interfaces. Pour, je dirais, l'entreprise, elle, de comprendre en quoi elle peut, dès cette partie du processus, attaquer très très vite, je dirais, la gestion généraliste. Ça va forcément réinterroger la manière aussi dont on s'organise aujourd'hui, dont on se spécialise et comment on fait de cette technologie non pas un sujet de techos, mais un sujet vraiment d'usage. Parce qu'il est là le défi. Hein. On peut aller chercher une technologie incroyable, la mettre dans la main de l'utilisateur. Si ça n'a pas été pensé finalement pour un cas d'usage, pour un parcours, pour un chemin qu'il emprunte déjà, on peut aller dans le mur. Donc moi, je suis assez convaincu que là, pour le coup, ça va peut-être revalider ou remettre au-dessus, enfin ça l'est déjà aujourd'hui, mais pas seulement sous l'angle, une fois de plus, optimisation des processus. C'est un sujet, c'est certain, mais si on le prend que par cet angle-là, on va rater vraiment l'attente de l'utilisateur final. C'est en quoi j'ai un effet une surprise très positive à avoir mon assureur qui très rapidement va instruire, prendre en charge et in fine indemniser le sinistre. Parce que c'est quand même à la fin ce qu'on attend et c'est ce qui peut prendre un certain temps lorsqu'on est une entreprise qui tire ses legacy techniques, humains, de marque, bref, j'ouvre un chantier extrêmement large. Mais en tout cas, regardons cette combinaison. À la fois l'IA, la vidéo, la 5G, et c'est souvent dans la combinaison, la combinatoire des technos que se produisent des innovations, là pour le coup disruptives, pas seulement incrémentales, c'est pas seulement en zoomant sur une seule techno en particulier. Et pour rebondir peut-être sur ce que disait Romain, parce que là on parle finalement des bénéfices pour les clients, donc il a parlé effectivement de tout ce qui est gestion des sinistres, et on voit par exemple la reconnaissance visuelle sur des véhicules endommagés se développer. Donc aujourd'hui c'est pour dire est-ce que c'est une perte totale ou pas, demain ça va être pour dire ça va coûter de temps donc, en réparation. On voit ça également donc, en matière de gestion des devis, puisque la reconnaissance visuelle, ça permet aussi par exemple de montrer la maison ou l'appartement finalement assuré, voire une voiture aussi, donc d'ailleurs de recouper en cas de gestion de sinistre. Et puis ça se développe aussi beaucoup, les agents conversationnels ou les chatbots. Bien sûr, ça reste 5 à 10% je dirais, des échanges, des conversations, mais ça se développe quand même beaucoup dans l'assurance. Et ça permet aussi d'ailleurs d'apporter plus de fluidité. Et finalement, assez tard le soir, quand effectivement les agents voire les plateformes téléphoniques sont fermées, d'apporter donc un service de bonne qualité aux assurés. Oui, c'est l'avantage d'être disponible, on le disait, 24 heures sur 24 finalement, avec ce genre de technologie. Jérémy, peut-être le mot de la fin pour conclure. Oui, alors nous, on a une vision assez globale sur le marché de l'assurance et internationale. Donc on travaille avec dans beaucoup de pays. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'en ce moment, on voit une sorte de course à la disponibilité et une course à la compréhension du client entre les assureurs traditionnels d'une part et les nouvelles startups qui se créent assurance. On voit donc tous les jours le cours de Lemonade qui est inexplicable en quelque sorte vis-à-vis de la taille qu'ils ont. Il y a en France même Luco, Alan qui sont créés, qui challenge un peu le modèle assurantiel qu'on a. Et ce qui est en fait assez intéressant, ce qu'on voit, c'est que alors déjà ces insurtech font appel à des prestataires pour faire ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les capitaux qui sont disponibles, c'est-à-dire quand une insurtech en France qui un marché français à l'échelle mondiale est quand même pas le plus gros, arrive à avoir des capitaux disponibles énormes par rapport à la taille de l'assurance.
En fait, leur thèse d'investissement, ces gens qui mettent tous ces capitaux sur le marché, c'est ces insurtech, grâce à l'IA, comprennent mieux leurs clients et peuvent être plus disponibles. Et c'est intéressant, comme il y a quelques années, si on revient en arrière, les départements sinistres, comme disait Christophe, on ne regardait pas le NPS, le Net Promoter Score, et là maintenant, ils le suivent, ils sont même challengés là-dessus. Et une des choses qui a poussé cette prise de conscience que moi je trouve personnellement géniale, c'est ces insurtech qui en fait arrivent à accéder à des énormes capitaux avec la thèse avec l'IA, on comprend nos clients, on est plus disponible et du coup on a un NPS plus élevé. Et nous on est super ravis de faire partie un peu de cette initiative parce que on est persuadé que l'assurance en fait, grâce à toute la technologie, comme disait Romain tout à l'heure, c'est que va rattraper plein de secteurs qui aujourd'hui sont disponibles. On peut aujourd'hui commander plein de choses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si on veut parler à quelqu'un au téléphone, on a quelqu'un au téléphone. Et nous, on est super contents d'être aujourd'hui à cet endroit-là, à ce moment-là, parce qu'on est en train de vivre vraiment la nouvelle façon de regarder l'assurance. Et on a même, quand on regarde un peu les retours des clients de nos clients, une des raisons pour laquelle ils choisissent une assurance ou ils sont contents d'être chez un assureur, c'est parce qu'ils ont été accompagnés avec de la technologie. Et c'est ça qui aujourd'hui est l'enjeu qu'on trouve chez les assureurs. Bon, ben merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces précisions sur l'intelligence artificielle, le développement du secteur de l'assurance avec toutes ces technologies. On a bien retenu avec vous trois que c'est un mix technologique qui va nous créer des technologies disruptives et améliorer ce secteur de l'assurance en ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Interview.